Civiliens, civiliennes, bonsoir, bienvenue. Vous êtes assez nombreux ce soir à nous rejoindre, Michel et moi, lors de cette 15e rencontre civilienne qui est dédiée à un thème qui est celui du travail et de l'être humain. Du moins, c'est le thème de ce soir. Nous allons entreprendre une démarche qui consiste à porter notre regard sur ce qu'est le travail, sa nature et ce qui peut être changé, modifié dans la société par une approche entre guillemets civilienne, non seulement au cours de cette rencontre, mais au cours des prochaines rencontres aussi. C'était quelques mots en guise d'introduction, Michel. Bonsoir, Michel. Bonsoir Stéphane. Michel, ce soir, donc, nous abordons une nouvelle série de thématiques liées au travail. Peut-être que je te laisse un peu le soin de redonner le contexte d'ensemble de ce redémarrage de cette nouvelle saison civilienne, si je puis dire. Oui, je crois que c'est bien de replacer cette série de 5 rencontres qu'on va faire sur le travail et rémunération, pour les replacer dans le contexte général de la croix de l'économie, qui est cette croix de l'économie, c'est pour nous ce qui résume le mieux les causes de la maladie de notre système économique. Je rappelle que cette croix de l'économie, elle concerne le fait que 4 éléments sont rentrés dans l'économie alors qu'ils ne devraient pas en faire partie. Le premier des éléments qu'on a traité, c'est celui du capital et de la détention du capital et des actions. Donc, le deuxième, c'est celui de la monnaie, la marchandisation de la monnaie, les marchés monétaires, par exemple. Et le troisième, c'est celui du foncier immobilier, que nous n'avons pas traité, qu'on abordera en dernier. Et le quatrième, c'est celui du travail, donc qui va faire l'objet des 5 séances à venir. Élargissons encore le contexte parce que nos premières rencontres civiliennes portaient sur la démocratie. Comment pourrions-nous passer d'une démocratie formelle, d'une démocratie qui correspond à ce qui était en vigueur, on pourrait dire, dans l'Antiquité romaine, au fond, si on veut le regarder bien en détail, et ça nous l'avons expliqué, et comment on pourrait passer donc dans une démocratie que j'appelle évolutive, c'est-à-dire une démocratie qui soit impulsée, animée par les civiliens, en transformant considérablement la pyramide générale des pouvoirs, avec ces pouvoirs qui sont concentrés en haut de la pyramide sous la forme notamment de ce qu'on appelle le gouvernement unitaire, l'État unitaire. Tout ceci est décrit assez en détail dans les 4 premières rencontres. Et je vous invite à vous y référer parce que ça peut être aussi une clé pour essayer d'élargir une compréhension de l'arrière-plan de ce qui se joue dans la crise actuelle, dans les crises actuelles, et puis la dernière, qui est celle de la guerre en Ukraine. Parce que si nous regardons à l'arrière-plan des problématiques qui émergent, nous avons la question du lien entre l'État unitaire, les gouvernements unitaires, c'est-à-dire les gouvernements qui s'occupent de tous les domaines, plus ou moins, et la notion de nation, qui et l'union de ces deux choses-là, de la nation et du gouvernement unitaire, peut conduire au fait que
les peuples eux-mêmes sont niés dans leurs aspirations et qu'il se passe des choses, comme on le voit actuellement, que l'on dit faire au nom des peuples et qui en réalité vont à l'encontre des volontés profondes des êtres humains qui composent le peuple. Donc, ce que nous tentons de faire dans nos rencontres civiliennes, c'est d'essayer de remonter aux causes des causes des causes. Et si vous voulez regarder la crise actuelle à la lumière de ce que nous avons dit dans les 4 premières rencontres civiliennes que vous pouvez retrouver, revisionner sur le site des Civiliens, à ce moment-là, vous comment dire, vous prendrez le recul nécessaire pour ne pas prendre parti, mais être observateur le plus objectif possible du drame qui se passe actuellement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des sentiments et de la compassion pour ce qui se passe, mais en même temps, nous devons avoir une compréhension non partisane afin de remonter vraiment aux causes des véritables enjeux qu'il y a actuellement. Dans les rencontres qui vont venir maintenant, nous avons ce soir le travail et l'être humain, où nous allons nous centrer sur la question du travail en rapport avec l'homme, l'homme avec un grand H. Hein. De là, nous irons le dimanche prochain vers le travail et l'économie, puis travail, capital et retraite, une question qui est un peu passée sous le tapis, mais qui ne tardera pas à ressurgir bientôt, je pense, notamment en France. Ceci nous conduira ensuite à regarder le lien entre le travail et la monnaie et de regarder plus spécifiquement le lien avec ce que nous avons appelé dans la rencontre civilienne précédente, la 14, ce que nous avons appelé la monnaie de contribution. Donc nous approfondirons cette monnaie de contribution en lien avec le travail. Et nous terminerons alors ce cycle avec travail et rémunération. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent ce dernier chapitre sur le travail, parce que bien sûr tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau comme nouveau modèle à la rémunération? Il nous faut poser des bases avant. Ça n'aurait pas de sens de commencer par là, parce qu'on n'aurait pas les bases suffisantes pour pouvoir le faire. Donc il nous faudra 5 étapes. C'est à la 5e étape qu'on pourra y arriver. Sans donner une définition, Michel, hein, du mot civilien, qui est un mot étrange pour la plupart des auditeurs, ça peut être intéressant, vu qu'il y en a quelques nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être de donner quelques éléments à titre indicatif, sur base notamment de ce que tu viens de dire il y a quelques instants, à savoir à partir du moment où les personnes qui constituent un peuple deviennent actives pour co-construire des formes sociales et sociétales qui ne sont pas l'émanation d'une espèce de sommet de pyramide qui les détermine. Lorsque les personnes qui constituent ce peuple s'activent de manière dynamique pour créer ces formes, on peut alors peut-être commencer à parler d'une démarche qui va au-delà de la simple citoyenneté, mais qui devient de la civilienneté, si je puis utiliser ce mot-là. Je ne sais pas si cet éclairage-là peut être pertinent, hein, en rapport avec ce que tu viens de dire ici il y a quelques instants. Et c'est aussi justement un des enjeux qui concerne les conflits actuels, puisque un certain nombre, ces conflits sont liés, tu l'as mentionné aussi assez clairement, dans un certain sens, sont liés à des structures pyramidales finalement, qui nous imposent des formes de fonctionnement, ou plutôt de dysfonctionnement. Et nous sommes appelés, en tant que civiliens,
à co-construire des formes plus saines que ce qui était là jusqu'à présent, pas à pas, bien sûr, progressivement. Voilà, je me permettais de faire ce lien aussi avec ce mot civilien qui est un peu étonnant pour ceux et celles qui, en particulier pour ceux et celles qui nous rejoignent ce soir. Oui. Merci de l'avoir fait, c'est important. La société civile est vraiment, on pourrait dire, l'avenir du développement sociétal. Si les choses ne passent pas par elle et qu'elles passent par le truchement des institutions vieilles comme l'Empire romain, eh bien, nous, même si on leur a donné, on les a ripollinés à la Révolution française et à la suite des différentes républiques, par exemple en France, Ve République, etc. Au fond, le mode de gouvernance n'a pas été modifié et nous avons vu des consuls bonapartistes réapparaître à la présidence de la République française. D'autres pays ont échappé à ça, tant mieux pour eux, mais le problème reste le même. Partout où l'on prononce le mot de démocratie, au fond, on a une vision ancienne, antique, on pourrait dire, de la gouvernance. Et donc, nous avons choisi ce thème de civilien, ce nom de civilien pour bien nous démarquer du citoyen. La citoyenneté est au fond quelque chose qui se meurt, tout le monde le voit. Il faut maintenant la remplacer par une démocratie de la société civile. Voilà, on peut peut-être se jeter à l'eau maintenant dans notre thème. Voilà. Oui. Il y avait justement un thème général qui va être décliné, un thème général autour du travail. Hein, et puis, Michel, peut-être que je te laisse un peu préciser quelle est cette vision à venir. Oui, je crois que ce qu'on devrait dire en introduction, c'est le fait que il y a au fond une sorte d'égalité fondamentale dans l'économie que l'on peut voir à l'aide d'une dia qu'on a déjà montré la dernière fois et qu'il est bon de revoir. C'est cette égalité fondamentale que la production est égale à la consommation. C'est symbolisé par deux anneaux qui se recouvrent l'un l'autre. Ça veut dire que les entreprises produisent dans une zone géographique, un pays par exemple, ou ça peut être l'Europe aussi, mais les entreprises produisent ce qui va être consommé. Ça veut dire que il y a des consommateurs, des personnes qui achètent les biens et les services et leur achat est marqué par le fait qu'ils payent et donc la production reçoit ce qui lui est nécessaire pour se renouveler, pour reproduire de nouveau. Et ce qui veut dire que par ce biais-là, on détaillera ça dans la suite, mais par ce biais-là, on peut voir qu'il y a suffisamment de ressources financières pour pouvoir payer tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a la possibilité d'avoir de quoi vivre dès l'instant où la production égale la consommation. Donc le problème de la richesse, c'est simplement ce que l'on produit. Si on est capable de produire, alors on est capable tout le monde a la possibilité d'avoir de quoi consommer ce qui est produit. Que ce soit produit dans le pays même ou que ce soit importé, parce que s'il y a importation, c'est aussi une entreprise basée en Belgique ou en France ou en Suisse ou au Canada. C'est une entreprise
qui fait partie de la production générale, même si c'est de l'importation. Et produit à ce moment-là un service que l'on appelle l'importation. Donc, on peut à partir de là se dire, mais il n'y a aucune raison que chacun n'ait pas de quoi vivre. Est-ce que tu voudrais dire par là, Michel, qu'il n'y a pas donc un lien entre le travail et le fait de pouvoir avoir de quoi vivre, que les deux Voilà, devraient être scindés? Voilà, c'est à ça que l'on doit arriver, hein, c'est de pouvoir peu à peu regarder le travail pour lui-même, de lui donner une sorte de fondation, c'est ce qu'on va faire ce soir, hein, et d'un autre côté, regarder la rémunération pour elle-même. Et si l'on arrive dans notre conscience, déjà, c'est un premier acte très important, si l'on arrive dans notre conscience à séparer les deux, et c'est-à-dire le travail correspond à quelque chose qui repose sur ses propres bases. Et d'un autre côté, la rémunération correspond à autre chose, correspond au besoin que nous avons de pouvoir vivre jusqu'au moment où on va produire de nouveau. Et si on regarde ces deux choses-là, si on arrive, et c'est ce qu'on va faire dans ces 5 séances, si on arrive dans le détail, très clairement, les séparer, alors ça deviendra plus facile de trouver les modalités pour pouvoir arriver à ce que dans la société, on puisse avoir d'un côté le travail et d'un autre côté les institutions nécessaires pour la rémunération. Alors, bien sûr, nous allons voir des choses qui vont surprendre. Hein. Nous sommes ici pour révolutionner nos conceptions, pas pour réaménager ce qui existe déjà, parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas. On essaye d'adapter ici un peu, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin et on ne peut aller vraiment au fond de la question que si on remonte aux causes des problèmes ou des notions, hein, à la notion de chacune notion, notamment celle du travail. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Et pour ça, je crois qu'il y a une question qu'on peut se poser. Première question, c'est pour qui travaille-t-on? Alors, il peut y avoir plusieurs réponses. Hein. Certaines personnes, si on avait du temps, on ferait une discussion là-dessus. Chacun pourrait l'exprimer. C'est en général ce qu'on fait dans les séminaires où on aborde ces questions. On commence par se demander, mais pour qui travaille-t-on? Et la question est pleine, enfin si on y répond, elle est pleine d'enseignements, je crois. Souvent, on croit qu'on travaille pour gagner de l'argent. Je crois qu'il faudrait vraiment regarder ça. Si par exemple un médecin travaillait pour gagner de l'argent, est-ce qu'il pourrait vraiment pratiquer la médecine? Ça veut dire que s'il est en train de penser, il a une calculatrice dans la tête au moment où il reçoit un patient, est-ce qu'il peut regarder le patient en même temps? Je le dis d'une façon très, très basique, hein, mais c'est pareil dans tous les métiers. Dans tous les métiers, ce qui peut provoquer des inattentions, justement, hein, si on est en train de penser aux vacances qu'on va faire, là je fais encore quelques heures de plus et ça me donne le salaire pour pouvoir partir en vacances, eh bien on n'est pas à sa tâche et il peut arriver des catastrophes. Je connais une entreprise, par exemple, qui a eu des très très grosses difficultés à cause d'une petite erreur. Cette entreprise faisait des pacemakers. Imaginez ce que ça fait quand une
une personne fait une erreur, et une erreur dans le contrôle aussi qui suit. On a à ce moment-là une double erreur qui peut causer la mort de quelqu'un à l'autre bout du monde, avec des articles qui paraissent dans les journaux et qui révèlent le problème qui est arrivé. Les actions de l'entreprise baissent à la bourse, etc. Voilà, il y a une chaîne de conséquences pour une personne qui, à un moment donné, a été inattentive. C'est un exemple, bien sûr, extrême, mais je pourrais vous en citer d'autres. Par exemple, le fait qu'une fois, on est venu m'installer une chaudière à gaz dans une maison que j'habitais, et que cette chaudière, il est apparu, on avait des odeurs, des émanations de gaz dans la maison, et on s'est aperçu qu'il y avait une vanne de sécurité qui n'était tout simplement pas là dans la chaudière. Vous imaginez, hein, c'est une énorme, c'est colossal comme erreur. Hein. Bon. Alors, ça veut dire que si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que peut-être l'implication, la motivation dans le travail, etc., il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être à l'origine de ça, mais que le taux d'erreur dans les entreprises a tendance à être en augmentation malgré tous les systèmes de qualité. On va y revenir là-dessus. Hein. Donc, dire que je travaille pour gagner ma vie, c'est connu que c'est une façon de perdre sa vie, peut-être, je ne sais pas, mais ça ne répond pas vraiment à la question si on apporte cette réponse. En fait, si on regarde, pour qui on travaille, on ne travaille jamais pour soi-même. Le produit qui va sortir de nos mains, hein, ou le service que nous allons rendre, il n'est jamais pour nous. On travaille toujours pour les autres. Imaginez que vous soyez à une machine qui produit 20 000 pièces à l'heure. Vous n'allez jamais consommer ces 20 000 pièces. Peut-être que même aucune de ces pièces ne vous intéresse. Donc, tout ce que vous allez faire va partir, quelquefois à l'autre bout du monde, et vous avez travaillé pour les autres. Et en même temps, les autres travaillent pour vous, puisqu'ils vont produire ce dont vous avez besoin et que vous ne pouvez pas produire parce que vous êtes justement en train de produire autre chose. Il y a donc un geste fondamental dans l'économie, c'est que nous sommes complètement solidaires les uns des autres. Nous travaillons en permanence pour les autres et les autres travaillent pour nous. Et souvent des gens que nous ne connaissons pas, qui sont en Amérique du Sud, en Chine, au Japon, etc. Il peut donc exister une espèce de fossé, de hiatus entre les représentations que nous nous faisons quand nous allons travailler avec l'idée que nous travaillons pour nous-mêmes et ce que nous faisons effectivement, objectivement, puisqu'objectivement, nous travaillons toujours pour les autres. Et réciproquement, les autres travaillent pour nous. Donc, objectivement, l'économie, elle est altruiste dans un certain sens, même dans un sens certain, même si subjectivement, nous restons avec des représentations qui ne sont pas nécessairement altruistes. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle la solidarité, la fraternité. Elle est inscrite dans l'économie. On n'a pas à la rajouter de l'extérieur par des contenus qui sont élevés, qui sont beaux, mais qui sont des contenus moraux qu'on rajoute à l'économie, alors que c'est inscrit dans l'économie. Cette moralité-là, elle est inscrite dans l'économie elle-même, dans les faits eux-mêmes. Si elle ne peut pas se manifester, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas économique dans l'économie. Un facteur étranger
Et ces 4 facteurs étrangers principaux, dont découlent tous les autres facteurs de maladie, c'est justement ce que nous avons appelé la croix de l'économie, hein, qu'on a montré tout à l'heure à l'écran, et qui indique que quelque chose est entré, le capital de l'entreprise est devenu un marché, le marché boursier. Et on a les marchés monétaires, on a le marché de l'immobilier, on a le marché du travail. On a 4 marchés, c'est-à-dire des choses qui sont vendues sur des marchés qui ne devraient jamais être l'objet d'une vente. Donc, c'est important de revenir à ces 4 facteurs et vous pouvez examiner toute chose dans l'économie et trouver qu'à chaque fois qu'il y a un dérèglement, cela provient d'un de ces 4 facteurs, ou bien de 2 facteurs ensemble, ou bien même des 4 ensemble. Donc il y a un geste fondamental dans l'économie qui est celui de travailler pour les autres et que les autres travaillent pour moi. Ça veut dire travailler, ça veut dire ajouter de la valeur. On éclairera ça un peu plus la prochaine fois. Hein, et ça veut dire échanger. Hein, ajouter de la valeur et échanger. Quand on dit ajouter de la valeur, c'est ajouter de la valeur pour les autres, alors. Oui. Ajouter de la valeur, on va préciser ça en détail, on verra un schéma important pour la prochaine fois qui nous éclairera beaucoup sur ce qu'est l'économie. Mais bien sûr, cette valeur va aller vers les autres. Ouais. Mais alors, si on regarde que d'un côté, nous travaillons pour le monde, il faut aussi regarder ce qui se passe pour nous lorsque nous travaillons. Lorsque nous travaillons pour le monde, nous faisons une empreinte dans le monde, d'une façon ou d'une autre. Celui qui, par exemple, est laveur de vitres et va laver une vitre d'un magasin, par exemple, la vitrine d'un magasin, il a une empreinte dans le monde qui a des conséquences. Imaginez que la vitre soit sale, mal nettoyée ou pas nettoyée du tout. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? Très intéressant de se promener dans la rue et de regarder, de suivre les phénomènes économiques pas à pas. On a déjà parlé de cette notion-là. Suivre les phénomènes pas à pas et regarder par exemple un laveur de vitres et de se dire mais qu'est-ce que ça provoque dans l'économie? Là, on se rapproche à ce moment-là d'une économie concrète, pas d'une économie universitaire, hein, c'est-à-dire théorique. Hein. Et en regardant ça, alors on voit que chaque geste que nous faisons dans notre travail a une conséquence dans le monde, provoque une empreinte dans le monde. Ça peut être une empreinte fugitive, hein, fugace. Ça peut être une empreinte beaucoup plus durable si on construit par exemple un immeuble. Hein, mais dans tous les cas, en toute chose, même si c'est un service au téléphone, par exemple, rendu par téléphone par une personne, ce service-là a son empreinte dans le monde. Et cette empreinte, on peut le voir sur la dia suivante. Hein, cette empreinte, elle peut être constructive, hein, mais elle peut être aussi destructive. Si, par exemple, l'entreprise pollue énormément, l'empreinte des objets qu'elle fournit
va s'accompagner d'une empreinte carbone, comme on dit, hein, ou d'autres empreintes, hein, comme par exemple sur la nature des sols, la fertilité des sols, etc. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui peut être constructif et quelque chose qui peut être destructif. La question, c'est comment est-ce que l'on répare ce qui détruit à un moment donné la nature. Et l'on voit que nous sommes au tout début de cette problématique. Même si on parle depuis les années 60 de l'écologie, on a fait encore très peu de progrès, même si on en a fait, hein, mais on n'est pas arrivé jusqu'au point où on arrive à trouver comment réparer ce qui a été détruit dans la nature. Alors, dans l'agriculture biologique et dans l'agriculture biodynamique, les agriculteurs le font déjà. Ils ont cette notion-là du fait que l'exploitation agricole qu'ils ont, ils en ont la responsabilité et elles forment un tout. Et ils doivent veiller à l'équilibre général de cette totalité de l'exploitation. Mais si on avait ça dans les autres domaines de la production, alors nous ferions vraiment des progrès pour que l'empreinte de la production vers l'extérieur soit la plus constructive possible. Mais vous voyez qu'on est très loin au niveau de la société en général, je ne parle pas des individus seulement, au niveau de la société en général, on est très loin d'avoir fait le tour de cette question si l'on regarde que la production d'électricité nucléaire, par exemple, a été classée comme une production à tendance verte. On a joué un petit peu sur les mots comme ça, en disant provisoirement, on met ça dans la catégorie de la production verte, ce qui est tout simplement surréaliste, puisqu'on a une production de déchets à durée de vie beaucoup plus longue et beaucoup plus problématique encore que les déchets carbonés. Voilà, donc on marche complètement sur la tête avec cette notion, ce qui nous montre à quel point l'empreinte de ce que nous produisons par les biens et les services est encore loin d'être perçue dans la dimension où elle devrait l'être. Et puis, le schéma montre aussi de l'autre côté une autre empreinte. C'est sur cela que nous voulons nous concentrer un petit peu plus. C'est comment ce qui se passe pendant que je travaille agit sur moi, me construit, m'édifie, ou bien m'aliène, pour employer l'expression de Marx, même si je ne suis pas marxiste, loin de là, j'ai trouvé que la description que faisait Karl Marx du travail aliéné était très intéressante et elle se vérifie actuellement de plus en plus. Si on regarde notre activité, alors quand on est proche de la retraite ou à la retraite, on a plus la possibilité encore de jeter un regard rétrospectif sur sa vie et de se rendre compte de ce qui nous a construit par l'activité professionnelle que l'on a faite. Ça peut être une activité professionnelle très simple, même un travail répétitif, un travail ouvrier, ça peut être un travail
qui demandent un bagage universitaire, etc. Dans tous les cas, on peut regarder ce que nous a apporté l'activité que nous avons faite. Et il y a toujours quelque chose, et c'est étonnant. C'est étonnant de voir comment certaines expériences que vous avez faites, par exemple à 22 ans, dans un travail, même si c'était un travail temporaire, par exemple, un travail de vacances, un boulot d'étudiant, comme on dit, ou voilà, dans d'autres expériences, vous vous rendez compte que, avec le recul, ce que vous avez vécu à cet endroit-là vous a accompagné toute votre vie. Et que ça a participé à la construction de celui que vous êtes. Je ne veux pas dire que vous êtes déterminé de l'extérieur, mais ça, ce que vous prenez des événements, ce que vous élaborez des événements que vous avez vécu dans le travail, mais la façon dont vous l'élaborez, c'est la marque de votre personnalité et qui fait que vous pouvez être reconnaissant dans certains cas d'avoir vécu telle expérience professionnelle, même si au départ vous y alliez peut-être à reculons. Ça, c'est un aspect. C'est un aspect, et je voudrais le compléter en disant, nous nous construisons en tant que personne, nous nous édifions en tant que personne sur plusieurs plans. Nous nous édifions pendant notre éducation, avec des bons et des mauvais côtés. Nous nous édifions avec les camarades que nous avons, avec les amitiés que nous avons, et ça dure toute la vie. Nous nous édifions aussi par le fait que, par exemple, nous devenons parents, nous éduquons des enfants. C'est nos propres enfants, nous les éduquons, nous essayons de les éduquer le mieux possible, et nous nous rendons compte, si on est un tout petit peu, si on s'est intéressé aux enfants et si on est un tout petit peu honnête avec soi-même, qu'en fait c'est surtout les enfants qui nous éduquent et qui nous amènent à nous transformer par les questions qu'ils posent, par les actes qu'ils font, par les bêtises qu'ils font, etc. Là, on doit apprendre à réagir, on doit apprendre ou à ne pas réagir, on doit apprendre quantité de choses que l'on ne sait pas faire au départ quand on est jeune parent, et on s'aperçoit après quelques temps quel chemin les enfants nous ont fait faire. Donc, c'est encore un autre domaine qui nous édifie. Il y a aussi toutes les études que l'on fait, tout le travail intérieur que l'on fait pour se ressourcer, pour progresser dans sa vie intérieure, etc. Les voyages que l'on fait, enfin, quantité sur plusieurs plans, nous nous édifions progressivement au cours de notre vie, et le travail en fait partie. Et c'est un plan important, mais qui a aussi son revers, puisque on peut, par exemple, faire un travail extrêmement répétitif qui peut-être nous a intéressés au début, et après nous nous en détachons et nous ne savons pas comment évoluer à partir de là. Et ça, c'est un problème dans la société, c'est que certaines personnes sont contraintes par les circonstances, par l'organisation du travail, par l'organisation de la formation. Certaines personnes sont contraintes à une tâche répétitive dans laquelle elles ne peuvent plus intérieurement s'investir. Ça veut dire qu'elles, peu à peu, elles agissent comme des machines, comme des automates. Et c'est ce que Marx appelait l'aliénation.
aliénation, ça veut dire, l'étymologie du mot, c'est alias, c'est un autre. Je deviens un autre. Je ne suis plus moi-même. Je ne suis plus moi-même investi dans mon travail, mais je suis une sorte de zombie, si on veut, à sa tâche, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, dont on a parlé tout à l'heure. Michel, je pense à une chose. Tu as montré que le travail mène à une édification intérieure, du moins il peut mener à ça. Ça peut aussi signifier le développement des capacités, des facultés. Si on regarde le versant qui peut être négatif, l'aliénation, ça pourrait mener à une diminution des capacités et des facultés alors. Ah, Si oui. je suis dans un travail qui détruit quelque part certaines de mes facultés compte tenu de la nature de ce travail, par exemple. Tout à fait, oui, oui. Ce qui va se révéler après par des maladies, des mal-être au travail, des maladies, éventuellement des dépressions, des troubles psychiques, etc. Ou aussi, ou éventuellement, et des maladies physiques. Par exemple, le nombre de douleurs dans les bras, hein, qui handicapent les personnes au point qu'elles doivent cesser leur travail parce qu'elles ont fait un geste répétitif depuis des années et des années. Ce nombre de personnes qui sont atteintes de tels troubles acquis au travail, hein, est en augmentation phénoménale actuellement, et la conséquence se retrouve dans l'augmentation du budget de la sécurité sociale et des assurances maladie. Tout ceci est très lié. Donc cette aliénation dans le travail, elle existe, et il faudrait regarder qu'est-ce qui pourrait être fait pour que elle ne se produise pas. Alors, il y a les métiers manuels, des métiers travail à la chaîne, être à la caisse d'un hypermarché, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers qui ont cette tendance à aliéner. Et, mais il y a aussi, par exemple, beaucoup d'instituteurs qui sont dans cette situation, avec un nombre d'impressions, de dépression considérable, hein, qui est en augmentation constante, dans un métier où on pourrait dire, oui, mais là, le travail n'est pas répétitif. Hein. Oui et non. Hein. On peut très bien enseigner à des enfants pour la 150e fois des additions, des multiplications, etc. Et ils trouvaient toujours un élément de régénération, comme on peut le faire sans y voir aucun sens. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens de ce que l'on faisait, et on répète ça mécaniquement, ou on le fait faire via un ordinateur ou via des fiches pédagogiques, enfin soi-disant pédagogiques, hein, et on se désinvestit de son travail, d'un travail dont on a perdu le sens. D'ailleurs, je précise à ce sujet, Michel, hein, quand tu as évoqué le travail manuel tout à l'heure, que c'est un travail qui peut être plein de sens pour certaines personnes et qui décident justement de quitter une sphère où le travail est plutôt, disons, intellectuel vers un travail plus manuel, précisément parce que pour ces personnes-là, c'est désaliénant de réaliser certains travaux dits manuels qui requièrent en fait toute une série de développement d'aptitudes aussi. Hein. Je précise ça parce que tout à l'heure, il me semble que quand tu as mentionné le mot, tu le mettais dans un contexte bien précis de travail répétitif à la chaîne, où on répète le même geste du matin au soir, quoi. Oui.
et où on pourrait aussi y trouver un sens dans la mesure où on peut voir quelle empreinte a le geste que je fais, ce geste répétitif. Quelle empreinte il a dans l'ensemble de l'économie et dans l'ensemble de la société. Ce qui veut dire comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Comprendre quelle est la place de l'entreprise dans l'ensemble du contexte social. Il y a déjà des choses qui sont faites dans cette direction, hein, mais on devrait aller beaucoup plus loin pour faire en sorte que ça redonne du sens à un travail qui a tendance à en perdre. Et d'un autre côté, comme on l'a dit, il serait important qu'une personne, par exemple dans une verrerie que j'avais visitée il y a déjà assez longtemps, il y avait une tâche qui ne pouvait pas être faite par une machine. Presque tout était automatisé. Hein, fabriquer des bouteilles. Hein. Et une tâche ne pouvait pas être automatisée, il fallait un être humain. Au bout de la chaîne, il y avait des bouteilles, toutes les bouteilles passaient, et il fallait regarder, c'était plutôt dans la chaîne de nettoyage des bouteilles qui allait être refondue et puis refaite. Hein. Dans la chaîne de nettoyage du verre, je n'ai pas été très très clair, il fallait distinguer toutes les bouteilles qui avaient un éclat. Quelque chose, un goulot, un petit quelque chose à peine perceptible. Et ça, il y avait que l'œil humain qui pouvait le faire. Et donc, il plaçait une personne à cet endroit-là pour éliminer les bouteilles qui ne pouvaient pas être recyclées, relavées, etc. Et ces personnes-là restaient 3/4 d'heure à leur poste. Plus, ça n'était pas possible, l'attention baissée. Et bien déjà, 3/4 d'heure, il faut arriver à les tenir. C'est un exemple, mais on pourrait multiplier ça partout et se dire, mais en fait, on aurait intérêt à ce que les personnes tournent, qu'il y ait une rotation, et que d'un autre côté, les personnes puissent évoluer dans leur métier, ce qui pose la question de la formation. Et ça, c'est un domaine qui devrait énormément progresser. On ne peut pas détacher la question du travail de celle de la formation et formation en cours d'emploi. Et quand je parle de formation, ce ne sont pas des formations de 15 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, mais des véritables formations qui permettent d'acquérir des véritables compétences et qui font qu'une personne peut changer totalement d'horizon de travail. Et ça, on le voit en fond, c'est en train peu à peu de se faire, mais très lentement, trop lentement, hein, puisqu'on s'aperçoit que les personnes qui font un seul métier dans une vie sont de plus en plus rares. La plupart des gens maintenant ont tendance à exercer 2, 3, 4, 5 métiers dans leur parcours, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que on se construit sous différentes facettes. Différentes facettes de notre personnalité peuvent se révéler au contact des métiers. Alors, il faudrait peut-être envisager que pour certains métiers qui, par nature, semblent être plus aliénants encore que d'autres, il faudrait là particulièrement encore davantage se donner des possibilités de formation pour les personnes qui ont pratiqué ces métiers-là. En particulier, disons, pour ces métiers-là. Ou alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, envisager des aménagements de l'organisation du travail qui fait qu'on n'y passe pas, par exemple, trop de temps sur une même journée ou sur une même semaine, qu'on se relaie, par exemple. Oui, donc, je crois que c'est les deux. Je crois que c'est les deux. Il faudrait à la fois une rotation sur le poste de travail,
hein, bien plus importante que ce qui existe actuellement, et d'autre part, la possibilité de temps sabbatiques, mais des temps sabbatiques qui nous construisent par la formation, par des, des projets que l'on essaie de mener, pour lesquels il faut avoir les moyens pour pouvoir le faire, qui vont nous conduire peut-être à voyager et à faire de nouvelles expériences, qui vont élargir nos horizons. Et où est-ce que les civiliens interviennent à ce niveau-là? Parce que nous sommes un peu toujours dans ce regard, tiens, d'une société qui serait moins déterminée par le sommet des pyramides, pour ainsi dire, hein, où ce sont les civiliens qui commencent à co-construire certaines formes. Dans ce que tu as cité là, d'ailleurs, on voit qu'au cours de ces dernières décennies, il y a certains progrès qui ont été faits. Par exemple, il y a le temps de formation, bien que ce soit encore insuffisant, est obligatoire dans les entreprises. Aujourd'hui, il est obligatoire de consacrer une partie du budget de certaines entreprises, en tous les cas, à la formation du personnel. Hein. Il y a une certaine organisation du travail, parfois, qui peut être ou qui doit être revue. La médecine du travail intervient au niveau de l'ergonomie des postes de travail. Tout ça est encore bien plus limité que tout ce que tu viens de dire. Mais se pose un peu la question, tiens, et nous, en tant que, quand je dis nous, c'est nous, entre guillemets, en tant que civiliens, où est-ce qu'on intervient à ce niveau-là? Alors cette question, elle est très vaste. Et elle va venir pour la traiter, il faut qu'on aborde la question du droit au travail. C'est cette chose-là qui est posée, au fond, dans tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que si on se rend compte de la nature de ce qu'est le travail, et peut-être pour s'en rendre compte, on va le mentionner, je crois que c'est assez évident pour tout le monde, que quand on est chômeur, ceux qui sont passés par une étape de chômage savent bien ce qui advient au bout de quelque temps. Comment on perd des forces, en fait, à ne rien faire. Ou alors à aller chercher un travail qui n'existe pas dans la situation actuelle qu'on connaît. On verra que ça ne devrait pas être comme ça, au fond, pour le dire d'une façon lapidaire, le chômage montre qu'on pose mal les questions dans la sphère du travail au niveau de la société. On développera ça dans une prochaine séance, mais la situation du chômeur est une situation qui montre l'importance du travail, qui montre comment on perd des forces à ne pas investir ce champ de notre personnalité dans quelque chose qui est utile à la société. Et si on observe ça, si on interroge des personnes qui sont au chômage, alors on se rend compte que le travail est un besoin. Le travail est un besoin fondamental de l'être humain. Et si alors on se pose la question, mais qu'est-ce qui est en fait dans ce besoin? Que contient-il? Pourquoi a-t-on besoin de travailler? Il y a, peut-être on se souvient de cette chanson qui était très à la mode à une époque, il y a longtemps. Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Eh bien, je crois que la chanson était amusante, mais en réalité, elle est fausse. Le travail, le travail, ne rien faire, ce n'est pas conserver la santé. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas cultivé dans le fait qu'on ne travaille pas, qu'on est au chômage?
Ce qui n'est pas cultivé, c'est une faculté fondamentale de l'être humain qu'on peut nommer par un terme très général la créativité. La créativité est quelque chose qui est au fond peut-être la marque de notre individualité la plus profonde. Chaque fois qu'on peut avoir l'impression que l'on crée, c'est comme si on avait des forces de vie nouvelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire la créativité, hein? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est simplement le peintre qui est créatif? Est-ce que c'est le musicien, l'artiste, etc., qui est créatif? Vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre des enfants qui étaient en train de jouer, qui s'amusaient à construire des choses que nous, en tant qu'adultes, on ne saurait pas inventer. Mettre des choses dans un équilibre absolument, on se demande comment ils font, hein, par exemple, avec des cubes, des morceaux de bois, etc. Hein. Et quand vous dites « Viens, on va aller manger », « Ah non, 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 je ne peux pas, je travaille. » Hein. Pour l'enfant, la créativité est un travail. Et le travail est créativité. Et ça peut être dans des petites choses peu visibles. Hein. C'est pas simplement celui qui invente une nouvelle architecture, un nouveau produit, etc. Lui, bien sûr, il est créatif. Hein. Mais celui qui est à son poste de travail et qui, par exemple, sur un travail à la chaîne ou un travail avec ses collègues au bureau, etc., celui qui se rend compte que son collègue là, est fatigué, ou il ne va pas bien, il a peut-être un souci, etc., et qui trouve les mots pour lui parler, ou qui lui dit « Écoute, prends la pause à ma place, et puis je vais faire ton travail, va te reposer un petit peu. » Voilà, un sourire, un regard. Hein. C'est incroyable ce qu'un regard peut produire quelquefois ou un professeur qui regarde un enfant d'une façon nouvelle, hein, et qui crée quelque chose à ce moment-là dans l'enfant. La créativité, ça peut être des choses très très simples. Ça peut être le sourire d'un commerçant à qui vous avez acheté une petite chose, hein. Et puis le sourire qu'il vous donne, il vous accompagne dans la journée. La créativité, elle est dans tous les instants. Et j'ai élaboré une sorte de thermomètre de la vie en entreprise, hein, qu'on peut voir sur une dia, qui j'appelle ça la mesure de la productivité naissant de l'imagination sociale. Alors ce thermomètre, en fait, il a une partie négative et une partie positive, hein, comme les températures à l'extérieur d'une maison, par exemple. Ce qui est dans la sphère négative, c'est tous les points qui, s'ils ne sont pas remplis, on peut savoir que là, il y a eu un défaut de production, là, il y a eu un comportement qui n'allait pas vis-à-vis d'un client, etc. On sait mesurer tout cela avec ce que l'on appelle les systèmes de qualité. Hein, système de management total par la qualité, il y a différents systèmes. Hein, et ces outils-là sont apparus, enfin relativement récemment, si on veut, hein, dans la vie des entreprises, et on les maîtrise déjà très très bien, même quelquefois trop bien. Hein, c'est-à-dire que ça prend une importance telle
dans l'entreprise que vous avez quelquefois plus le temps de faire vos tâches les plus essentielles, tellement vous devez remplir des documents pour le système de qualité. Mais quand vous avez coché toutes les cases du système de qualité, eh bien vous arrivez à la température zéro. Vous savez enlever tous les points négatifs dans le fonctionnement de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises sont à ce stade-là, arrivent à peu près à ce stade. Et maintenant, qu'est-ce qui va venir en plus? Qu'est-ce qui va distinguer les entreprises les unes des autres? Je suis convaincu que maintenant, le nouveau service qui va prendre de plus en plus d'importance dans les entreprises, c'est le service des ressources humaines. Une nouvelle forme de service des ressources humaines qui est à l'état naissant à différents endroits, mais qui doit encore beaucoup se développer. On voit les tendances, mais il y a encore un grand chemin à faire pour que les ressources humaines ne soient pas simplement la gestion des salaires et la gestion des plans de formation obligatoires pour les collaborateurs. J'ai toujours envie de dire que les ressources humaines, là où elles devraient être, c'est sur le terrain, dans les ateliers, dans les équipes, etc. Parce que là, vous voyez comment certaines situations peuvent conduire à des problèmes de production. Par exemple, quand vous avez un conflit entre deux personnes, on ne mesure pas à quel point un conflit entre deux personnes ou bien votre chef avec lequel vous ne vous entendez pas bien et puis peut-être il vous a fait quelque chose que vous supportez mal et alors vous vous désinvestissez de votre travail. Vous faites le minimum. Et si vous avez été investi dans votre travail, vous auriez été créatif pour imaginer quelque chose qui aurait amélioré le processus de production. Ça, on peut le vérifier dans tous les domaines, dans chaque travail, dans chaque métier, que cette créativité dont nous parlons, c'est celle qui va amener à passer dans les températures positives de la production et à tous les niveaux de la hiérarchie d'une entreprise, à tous les postes, toutes les fonctions dans l'entreprise. On a eu une époque où le service dominant dans les entreprises, au début de la mécanisation de l'économie, enfin de la production, on a eu le service des ingénieurs, c'était le service le plus important. C'est toujours un service important, mais ensuite on s'est rendu compte qu'il fallait pouvoir gérer l'entreprise financièrement, avoir les ressources financières nécessaires dans l'entreprise, et le service financier est passé au premier plan. On avait la maîtrise au niveau ingénieur, il fallait acquérir la maîtrise au niveau des financiers, du financement de l'entreprise et sa gestion. Ensuite, on a eu le service marketing qui est arrivé au premier plan. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont au point au niveau marketing. Bien sûr, c'est jamais quelque chose sur lequel on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Dans tous les domaines que j'ai cités, il faut toujours être en activité. Mais on peut dire que globalement,
le marketing est une chose qu'on arrive à maîtriser. Ça a été l'après-guerre et toutes les années 70, 80, 90, etc. Et puis on s'est aperçu alors peu à peu que tout ça ne suffisait pas pour que l'entreprise puisse se distinguer et trouver sa place sur le marché, sur le vrai marché des marchandises. Et ce qui est apparu timidement, progressivement, c'est la question des ressources humaines. Comment avoir les ressources dans l'entreprise, pas simplement au niveau marketing, ingénieur, gestion et finance, mais avoir les ressources qu'il faut dans l'entreprise pour pouvoir, pour que l'entreprise soit vivante, on devrait dire ça, pour que l'entreprise soit toujours vivante et continue de se développer. Et les entreprises je termine juste ça, les entreprises qui feront la différence au cours du XXIe siècle, j'en suis absolument persuadé, c'est celles qui mettront en place de nouvelles formes de travail et de collaboration, donc de nouvelles formes de ressources humaines au sein des équipes, au sein des collaborateurs. Tu as évoqué la créativité, ce qui est aussi très frappant quand on interroge justement des personnes qui sont en rapport avec le recrutement dans les entreprises, pour plusieurs entreprises, c'est à quel point les générations actuelles mettent l'accent, les jeunes générations, sur la question du sens. Non seulement il y a la créativité, mais il faut que ça ait du sens aussi, plus que l'importance de la rémunération. C'est vraiment quelque chose de très frappant. Donc là, à nouveau, on est en plein dans une nécessité d'une métamorphose de l'entreprise incluant ce facteur humain, lui donnant une place qui va bien au-delà des aspects économiques. Tout à fait, oui. Mais qui aura des conséquences économiques. Et qui aura des conséquences économiques. Oui, mais tout à fait. Et c'est intéressant de voir que les choses viennent dans la société. Si ça émerge, et tu le dis chez beaucoup de jeunes, ils ont envie de trouver un sens au travail qu'ils font. Si ça émerge, ça veut dire que ça correspond à un véritable besoin de la société. Et toute chose finit par émerger. Le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas le voir ou que nous mettons des années et des années pour pouvoir, d'un côté, le voir, l'observer, et d'un autre côté, trouver comment fait-on. Comment fait-on avec ce besoin nouveau qui se manifeste. Et c'est un besoin de l'individualité. Autant cet élément de créativité dont tu as parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut se manifester quand je suis actif en tant qu'individualité. J'ai des intuitions d'actes à poser, petits ou grands, au moment même. Et c'est à ce moment-là que je vais déployer ma créativité, quand je saisis l'idée de l'acte à poser qui est adéquat au moment même. Mais c'est pareil pour la question du sens. Le sens, c'est en tant qu'individualité que ça a de l'importance. C'est pas un schéma posé de manière externe à l'individualité. Voilà, ça ne peut pas être imposé de façon externe. C'est inné. Je parlais des enfants tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que chez l'enfant, c'est inné, la créativité. Le problème, c'est que quand il est arrivé à l'école, on lui dit écoute, c'était bien gentil de jouer avant, mais maintenant c'est terminé. La vie sérieuse commence, pense à ton bac, et on met la créativité de côté, ou alors on a des heures de créativité, l'heure de dessin, etc. On voit que c'est très insuffisant par rapport à ce qui est, à ce besoin de créativité qui est là dans les enfants. Chaque enfant apporte ça à la naissance. Et la question, c'est comment permettons à cette force de créativité de se métamorphoser
dans les différentes phases de l'enfance, et plus tard, comment est-ce que ça reste vivant chez l'adulte. Et c'est là que tout le travail est à faire, mais c'est là que le travail devient intéressant. C'est là qu'on trouve, comme tu disais, un sens à notre travail. C'est dans la mesure où je sens que je peux y appliquer mes forces de créativité. Et alors là, ça pose la question, vue sous un autre angle, du droit au travail. Parce que si un être humain ne peut pas exercer sa créativité dans le travail, alors oui, d'une certaine façon, il va s'aigrir ou il va tomber malade, etc. Hein. J'ai trouvé un éclairage particulièrement enrichissant chez la philosophe Simone Weil, qui a écrit un petit opuscule en 1943, peu de temps avant sa mort, très peu de temps avant sa mort. Elle a écrit un petit essai qui s'appelle L'enracinement. Et elle dit des choses absolument surprenantes qu'on va pouvoir voir sur une dia. On va voir certaines citations d'elle. Hein. Juste une petite précision, Michel. Il s'agit bien, comme tu viens de le dire il y a quelques instants, du droit au travail et non pas du droit du travail. Hein. Oui, tout à fait. Le droit au travail, merci de bien le préciser. Hein. Et Simone Weil va porter la réflexion dans les premiers chapitres de l'enracinement sur le rapport entre les droits et les devoirs. On sait que nous avons les droits de l'homme, hein, les droits de l'être humain. J'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit à ça, etc. Hein. Et Simone Weil est très lapidaire, mais très pointue en même temps dans la façon dont elle le dit. Et vous avez la phrase, vous pouvez la lire à l'écran, hein, cela n'a pas de sens de dire que les hommes, donc les êtres humains, hein, ont d'une part des droits, d'autre part des devoirs. C'est pourtant ce que l'on nous serine en permanence. Hein. Vous avez le droit de vote et vous avez le devoir d'aller voter. Et on dit des choses comme étant deux choses différentes. Hein. Et ce qu'on va voir sur la dia suivante, c'est qu'elle met les droits et les devoirs dans un rapport que je trouve personnellement révolutionnaire. Alors c'est peut-être un petit peu philosophique, mais on est obligé un tout petit peu de faire de la philosophie du travail, et c'est ce qu'on fait depuis le début de notre séance, pour vraiment arriver au cœur de ce qu'est cette notion. Un homme considéré en lui-même a seulement des devoirs. Les autres, considérés de son point de vue, ont seulement des droits. Il a des droits à son tour quand il est considéré du point de vue des autres, qui se reconnaissent des obligations envers lui. Donc, obligation ou devoir, hein, on emploie ces deux termes. Hein. Donc, nous n'avons que des devoirs, si l'on en croit Simone Weil. Et au moment où j'ai des devoirs, alors naissent des droits. Et les droits naissent chez les autres. Parce que j'ai des devoirs envers les autres, les droits naissent chez les autres. Alors, c'est formulé comme elle le fait dans son livre, c'est
ça peut sembler très abstrait et très philosophique. Mais si vous prenez des exemples, par exemple, un enfant, on parle des droits de l'enfant. Mais est-ce qu'un enfant peut dire, mais à 3 ans, j'ai le droit à l'éducation, j'ai le droit à ça, hein? Il n'a pas encore les possibilités de le faire. Or, pourtant, il a besoin sérieusement d'éducation. Mais si, en tant que parent, je me rends compte de mes devoirs envers l'enfant, j'ai des devoirs d'éducation envers l'enfant. Ce devoir, il peut aller très loin. Ça veut dire, je ne vais pas laisser, par exemple, la télévision éduquer mon enfant. C'est moi qui ai le devoir de l'éduquer. D'accord, il est tranquille devant la télé, il ne fait pas de bruit. Mais quel est mon devoir? Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de télévision, mais on voit bien qu'il peut y avoir quelquefois des excès où l'outil pour avoir la tranquillité est par exemple l'écran. Et on voit aujourd'hui, bon, je ne veux pas développer cette question, mais la question des écrans sort de plus en plus comme un vrai problème, et beaucoup de pédagogues et de psychologues le décrivent. Mais ça veut dire qu'en tant qu'on voit là le rapport entre les devoirs et les droits, c'est parce que j'ai le devoir d'éducation de mes enfants que leur droit à l'éducation naît. Il découle du devoir que j'ai. Il peut se concrétiser. Il peut à ce moment-là se concrétiser. Oui, il peut se concrétiser. Mais il faut regarder les conséquences que ça a, cette chose-là. Ça veut dire que on est tellement formé par la notion des droits de l'homme, et on dit par ailleurs, oui, mais vous avez des devoirs, et alors ça, ce thème a été saisi dans la pré-campagne présidentielle par des personnes d'extrême droite, qui ont amené ce terme très fortement à un moment donné, en parlant des devoirs que l'on a. Mais les devoirs sont vus à ce moment-là comme une obligation qui doit être amenée par l'État. Alors, regardons avec la citation suivante, celle de Jeremy Rifkin, dans son livre « La troisième révolution industrielle ». Il dit ceci: le droit d'exploiter la nature, de la mettre au travail, intéressant, de mettre la nature au travail, drôle de l'expression, le droit d'exploiter la nature, de la mettre au travail et de la posséder sous le régime de la propriété est atténué par l'obligation d'en être l'intendant et de la traiter avec dignité et respect. Peut-être pas simple de comprendre cette phrase, mais elle contient beaucoup de choses. Elle contient justement cette séparation dans notre conscience entre droit et devoir. D'un côté, j'aurai le droit d'exploiter la nature et de lui faire ce que je veux et ce qu'éventuellement elle ne veut pas. Et d'un autre côté, j'aurai une obligation quand même d'en être l'intendant et de la traiter avec respect et dignité. Vous voyez, ça rejoint la phrase qu'on a lue tout à l'heure. Cela n'a pas de sens de dire que les hommes ont d'une part des droits, d'autre part des devoirs. Cette séparation.
Jeremy Rifkin, qui a vraiment travaillé sur la notion de travail, il a écrit aussi ce livre, La fin du travail. C'est un penseur économique, un économiste très intéressant. Mais quand il dit cela, il ne se rend pas compte qu'il aurait dû lire Simone Weil et se dire que d'abord, il y a les devoirs. D'abord, j'ai l'obligation de respecter la nature. D'abord, j'ai l'obligation de la traiter avec dignité. Et donc, ça veut dire que l'exploitation que je vais en faire, je peux la faire parce que j'ai ce respect, cette obligation de respect. À ce moment-là, je vais pouvoir l'exploiter de telle façon que les ressources ne s'épuisent pas, qu'il n'en résulte pas une pollution dommageable, etc. Donc, quand on parle de développement durable de la société, l'expression est très, très, très à la mode, mais on voit qu'au départ, on n'a pas les concepts à la bonne place. Parce qu'on s'imagine qu'on va créer des devoirs extérieurement pour que la personne ne pollue pas en produisant, ou pollue le moins possible, ou qu'elle répare. Par exemple, si elle a utilisé des arbres pour produire du papier alors qu'elle replante des arbres. Tiens, Michel, quand tu parles ici d'obligation ou de devoir dans le sens de Simone Weil, est-ce qu'il s'agit de devoirs, encore une fois, qui sont institués par une instance extérieure, ou bien est-ce qu'il s'agit de devoirs, entre guillemets devoirs, qui naissent d'une conscience individuelle, c'est-à-dire que c'est l'individualité qui se saisit de nécessité, et c'est là qu'est la source, entre guillemets, de l'obligation. Il n'y a plus finalement une obligation dans le sens ordinaire du terme, mais c'est moi qui m'oblige à. C'est pas quelqu'un qui m'oblige à, quelqu'un d'externe à ma propre conscience pensante, en fait. Est-ce que c'est dans quel sens? C'est moi et les autres. C'est dans la relation humaine entre les individus, que les individus et aussi les équipes au sein d'une entreprise, et puis plus généralement les relations entre institutions, etc. C'est par le fait que j'arrive à me situer dans un contexte. Et alors, on peut peut-être regarder un schéma qui va éclairer beaucoup cette chose-là, avec si on se replace dans un contexte originel de l'économie, ce que vous avez là sous les yeux, ce sont, au fond, vous imaginez que ce sont des champs, des propriétés agricoles, enfin des propriétés, des exploitations agricoles, et il y en a plus que le nombre de rectangles ou carrés que vous voyez à l'écran. Alors, prenons 3 exploitants agricoles, A, B et C. Voilà, ça fait des années qu'ils font marcher leur exploitation et ils se suffisent à eux-mêmes. Et puis, mais ils vendent aussi au marché voisin, ils vendent dans le village voisin, etc. Et à un moment donné, B dit, écoutez, moi je peux transporter toutes les marchandises que nous avons produites et les amener. Donc je vais m'occuper de ça, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne vais plus m'occuper de mon champ, mais de toute mon exploitation, le bétail, etc. A et C, et puis les autres trouvent que c'est une très bonne idée, et A et C disent d'accord, nous allons nous occuper de ton exploitation. Nous prenons en charge, peut-être avec l'aide de D et de E aussi, peu importe, on voit la chose schématiquement. B va pouvoir mettre en place
l'organisation de la distribution des produits pour que et A et C vont, eux, s'occuper de l'exploitation. Imaginez ce qui se passerait si B, au bout de quelque temps, disait « Oh, finalement, bon, ben, je ne vais plus rien faire, je vais m'arrêter maintenant. » Hein. Est-ce que A et C vont continuer à produire pour B, hein, à exploiter ses terres et son bétail? Ils vont trouver que ça n'est tout simplement pas possible. Mais je pense que B ne fera jamais ça, parce que dans le domaine agricole, les choses sont, comme on aime bien le dire aujourd'hui, les choses sont cash. Hein. Ça veut dire que vous savez que vous ne pouvez pas faire ça à A et à C, parce que si vous le faites, alors ça n'ira tout simplement pas. Donc, B ne se dira jamais « Oh, là, j'ai plus envie de travailler pendant quelque temps, donc je m'arrête. » Il continuera de faire l'activité pour laquelle il s'est engagé. C'est lui qui a décidé de la faire et c'est lui qui décide de la continuer, même si à un moment donné, il est peut-être fatigué ou je ne sais quoi. Hein. Il a la perception par lui-même de son devoir. Il perçoit son devoir et il va donc faire ce qu'il faut pour ça. Ça montre ce petit exemple-là qui, dans l'agriculture, ne se poserait jamais de cette façon-là, parce que l'agriculteur saura lui-même comment se placer par rapport à ses obligations. Mais cet exemple-là, il est général dans l'économie et il pose la question, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, on n'a pas le temps ce soir, hein, l'heure tourne, mais ça pose la question de ce qu'on a appelé le revenu de base universel. Si on regarde à la lumière de cet exemple le revenu de base universel, on ne peut pas se dire, enfin je vais le dire autrement, il y a mieux à faire que ça. Il y a mieux à faire que le revenu de base universel. Et l'explication qu'on donne, qu'on peut lire au travers des écrits de Simone Weil est très intéressante. Il faut savoir qu'elle a été travaillée à la chaîne aussi. Hein. Elle a voulu faire une expérience agrégée de philosophie. Hein. Elle a voulu faire une expérience dans la production à la chaîne. Et ce qu'elle dit par rapport aux obligations, donc aux devoirs et aux droits, est plein d'enseignements. Et si on regarde la question du revenu universel à la lumière de ce qu'elle dit, et à la lumière de cet exemple des agriculteurs, on se rend compte que ça n'est pas possible. C'est pas qu'on a un droit au travail, c'est qu'on a un devoir de travail. On a un devoir de travailler pour les autres. Et à ce moment-là, les autres peuvent travailler pour nous. Et le problème qui est posé avec le revenu universel n'est pas un problème de travail, c'est un problème de rémunération. Et il faut le regarder en tant que tel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que que tout le monde ait de quoi vivre. Et que par ailleurs, cette obligation du travail soit concrétisée, qu'elle soit une réalité. Qu'elle soit une réalité. Et ça rejoint la question que tu posais du fait que ça vient de l'individu et des relations entre les individus. Et c'est Goethe qui a dit cette phrase
le devoir, aimer ce que l'on se prescrit à soi-même. Cette phrase est très profonde. Hein. Aimer ce que l'on se prescrit à soi-même. Ce n'est pas un devoir qui vient de l'extérieur, hein, comme tu l'as souligné. Hein. Le devoir, c'est moi-même qui me le donne. Et c'est les autres qui m'aident, si je n'arrive pas à le voir, c'est les autres qui vont m'aider à le voir. Parce que ça peut arriver qu'à un moment donné, on dérape, on ne sait plus très bien, etc. On a besoin de se resituer. Ou alors, ça veut dire qu'on a besoin de travailler autrement. Hein. Mais les autres sont là, à ce moment-là, pour aider. Ça peut être des gens de la famille, ça peut être son époux, son épouse, ça peut être des collègues, ça peut être éventuellement même un médecin, un psychologue, etc., hein, qui vous aide si vous traversez une période de crise. Comment est-ce que vous pouvez vous resituer? Parce que vous ne pouvez plus aimer ce que vous faites parce que vous en avez fait le tour. Hein. Vous avez besoin maintenant d'aimer autre chose. Et donc, vous changez de métier. Mais c'est vous-même qui choisissez le métier, ça ne vous est pas imposé de l'extérieur, où on ne vous dit pas si tu as refusé 3 emplois, tu es rayé du chômage, etc. Cela doit naître d'une autre façon et il faut qu'on mette en place les institutions dont nous aurons à parler pour permettre que le devoir aille dans le sens de ce que dit Goethe, c'est-à-dire aimer ce que l'on se prescrit à soi-même. Et on peut peut-être terminer et conclure avec une dernière citation de Simone Weil qui va tout à fait dans le sens de ce que tu proposais. Hein. L'obligation ne lie que les êtres humains. Il n'y a pas d'obligation pour les collectivités comme telles. Peut-être pas facile à comprendre. Hein. C'est un peu mystérieux, oui. C'est un peu mystérieux. Hein. L'obligation ne lie que les êtres humains. C'est-à-dire que l'obligation, c'est ce qui se passe entre les devoirs et les droits. Du fait que je reconnais mes devoirs, ça donne des droits aux autres. Et moi, j'ai des droits parce que les autres se reconnaissent des devoirs vis-à-vis de moi. Mais ceci ne peut pas être transposé au niveau des collectivités. Ce ne sont que les individus à l'intérieur des collectivités qui doivent se reconnaître ce lien entre droit et devoir. Ce n'est pas la collectivité elle-même qui a un devoir vis-à-vis du reste. Sinon, on fait de la collectivité une entité pour elle-même, à part, qui peut devenir à ce moment-là étrangère aux individus. Par exemple, le devoir de l'État, c'est de faire telle et telle chose. Si vous donnez au gouvernement des devoirs de faire telle et telle chose, alors peu à peu se crée une instance qui va s'aliéner par rapport au reste de la société et qui va devenir une instance qui va fonctionner pour elle-même indépendamment de ce que veulent les civiliens.
dans une société civilienne, on ne doit pas mettre des obligations au niveau de l'État. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire, je parle plus précisément du pouvoir exécutif, là, hein, on conçoit l'État comme étant, enfin, une des fonctions de l'État, c'est le pouvoir exécutif. Ça, je vous renvoie aux 4 premières rencontres civiliennes, notamment la première, hein, où on a traité cette question assez en détail. L'État n'a pas un pouvoir exécutif, sauf dans le domaine de la police et de l'armée, principalement. Mais dans le reste, c'est la société civile qui doit le faire. Et c'est la société civile qui a l'obligation de faire en sorte que ça fonctionne. Et ce que peut faire l'État juridique, le véritable État, c'est-à-dire l'État qui fait les lois, qui fait les règles, et cet État, c'est nous, en tant que civiliens, qui faisons les règles, hein. Ce que peut faire à ce moment-là l'État civilien, hein, juridique, ce qu'il peut faire, c'est donner les règles du jeu. Par exemple, il peut déterminer, il peut donner les règles du jeu en disant quelle part des bénéfices sera affectée à telle ou telle chose. Mais là, on a une règle générale. Mais comment elle va être affectée? Comment ça va se passer? Ce n'est pas à un État exécutif de le faire. Ce n'est pas à un État exécutif de collecter l'impôt pour le redistribuer. C'est aux civiliens de distribuer eux-mêmes les surplus des entreprises, comme on l'a vu quand on a parlé dans les rencontres civiliennes où on a parlé du capital et des bénéfices de l'entreprise. Hein. Comment sont répartis ces bénéfices? Alors, je ne me souviens plus du numéro de cette rencontre, hein, mais on peut le retrouver sur le site des civiliens. L'obligation de répartir les bénéfices, elle appartient aux individus eux-mêmes. Et la règle générale que peut donner l'État juridique, pas l'État exécutif, hein, l'État juridique, la règle qu'il peut donner, c'est de dire vous devez le faire. Vous avez à trouver la façon de le faire. Mais ce n'est pas à lui de le faire et ce n'est pas à lui de donner la façon de le faire. À ce moment-là, on pourrait multiplier les exemples dans de nombreux domaines. On pourrait dire, par exemple, pour l'éducation, on pourrait dire les enfants devraient aller à tel âge à l'école. Hein. Ils devraient avoir une scolarité. Tous les enfants devraient avoir une scolarité. Ça, c'est la règle. Mais l'obligation de le faire, c'est le rôle des acteurs de l'éducation. Et comment ils vont le faire, ce n'est pas à un État exécutif de leur dire. On leur dit, vous devez le faire. Mais vous avez l'obligation de trouver la façon de le faire. Et en accomplissant cette obligation de trouver la façon de le faire, vous allez pouvoir répondre au droit à l'enfant à être éduqué. Il faut donc inverser totalement le rapport entre droit et obligation. Et à ce moment-là, on inversera la conception qu'on a de l'État et on pourra, à partir de là, commencer à avoir, avec d'autres éléments qu'il faudra rajouter, bien sûr,
on pourra commencer à avoir une vie du travail qui corresponde aux besoins les plus profonds de l'être humain, c'est-à-dire aux besoins de créativité. Ça nécessiterait sans doute, me semble-t-il, hein, Michel, certains approfondissements, hein, notamment les dernières idées, les dernières phrases que tu viens de prononcer. Il me semble que ça serait important de pouvoir approfondir encore, mais je pense que pour ce soir, ça va être difficile. On est arrivé au temps, je dirais, un maximum imparti un peu, hein, pour cette rencontre civilienne. Est-ce que néanmoins tu souhaiterais encore ajouter quelque chose avant qu'on aborde quelques questions qui nous ont été posées? Non, passons aux questions. On aura l'occasion de développer tout ça dans les questions et puis aussi dans les séances suivantes. En voici une. Bonjour à tous. Dans une intervention précédente, vous avez mentionné, en lien avec la propriété du capital, la possibilité de vente à la découpe, entre guillemets, de certaines entreprises. Pourriez-vous expliquer comment cette vente, entre guillemets, se déroule concrètement dans la réalité et quels en sont les effets? On est là avec une question qui renvoie à une précédente rencontre civilienne, hein, principalement. On peut la prendre peut-être. Il n'y a pas d'autres questions qui vont dans ce sens-là, c'est la seule qui va dans ce sens-là. On va plutôt dans les questions qui concernent la thématique du jour, pour le reste, oui. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on traite cette question-là d'abord. La vente à la découpe est une pratique qui n'est pas du tout encouragée. Hein. C'est pas du tout une idée que soutiennent les civiliens. Hein. La vente à la découpe, c'est une conséquence excessive d'un capitalisme excessif. Qui consiste à racheter une entreprise à un moment qui semble favorable pour la racheter, c'est-à-dire quand peut-être elle est en perte de vitesse, et de vendre ses activités. Donc c'est en général un groupe qui a plusieurs activités, et on vend ces activités morceau par morceau. Voilà, on va vendre, par exemple, je ne sais pas si vous avez, si quelqu'un rachetait, par exemple, Bouygues, l'entreprise Bouygues, et le groupe Bouygues, et qui disait, la partie, on garde la partie bâtiment, mais la téléphonie, on la vend, les investissements dans l'audiovisuel, on les vend, etc., etc. On vendrait le groupe à la découpe. Il y a eu beaucoup de pratiques dans ce genre, et les investisseurs se payent sur les bénéfices de la vente, et en général, ils quittent l'entreprise après avoir fait ce travail, qui est un travail de dépeçage, un travail de vautour, quoi, si vous voulez. On cède certains actifs, comme on dit, hein, de l'entreprise, hein, qui sont évalués, et puis voilà, ce sont ces actifs qui sont cédés via des conventions. On peut aussi scinder une entreprise, et après une scission, cette partie-là est reprise par un autre groupe, et ce genre de choses-là, quoi. Ouais. Une autre question. Est-ce que dans votre perspective de la société civilienne, une personne sans emploi travaille recevrait une allocation de chômage, un revenu suffisant pour obtenir un ou plusieurs crédits sans intérêt, par exemple, pour l'achat d'une voiture ou du mobilier? Oui, le problème qu'on a, c'est qu'on raisonne par rapport à ce qu'il y a en ce moment, le chômage. On va voir la prochaine fois, je crois, non, ou la fois d'après. Je regarde juste pour ne pas me tromper. Oui, non, déjà la prochaine fois, on va voir ça. Que le chômage, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chômage est une question mal posée. Une grave question, mais pas bien posée.
On va essayer de se la poser bien la prochaine fois pour se rendre compte qu'au fond, personne ne devrait être au chômage. C'est parce qu'on ne sait pas faire autrement, parce qu'on raisonne dans des modèles qui sont pas basés sur les forces vitales de l'économie. Mais du travail, il y en a assez pour tout le monde. Ce n'est pas le problème. Il y a énormément de besoins à couvrir dans toutes sortes de domaines, notamment dans le domaine de l'économie non marchande, par exemple. Les besoins sont immenses, notamment dans ce domaine-là. Ah oui, oui. C'est ça qu'on va traiter la prochaine fois, approfondir. Et la question du crédit, bien sûr, c'est un problème. On ne peut pas avoir d'appartement parce qu'on est au chômage, on ne peut pas avoir de crédit parce qu'on est au chômage, et pour pouvoir retravailler, on a besoin d'une voiture, etc. Enfin, on connaît ce cercle vicieux, hein, dont certaines personnes n'arrivent pas à sortir et qui peut conduire jusqu'à une exclusion totale de toute forme sociale et éventuellement jusqu'à devenir SDF. Hein. Beaucoup de gens ont suivi malheureusement ce parcours. Alors, quand on traitera dans la 5e séance sur le travail et la rémunération, quand on abordera les institutions qui pourraient être mises en place pour la rémunération, on s'apercevra que cette problématique-là n'aura plus de raison d'exister. Si on réalisait ces institutions que nous allons proposer, mais au moins au niveau de l'idée de pouvoir se dire que c'est possible de le penser, de penser autrement la rémunération et donc l'accès au crédit, etc., c'est déjà quelque chose qui peut nous enlever un gros poids, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Donc, la question sera développée plus par la suite. Oui. Il nous reste encore quelques questions, Michel. Une question est, la robotisation des tâches les plus aliénantes est-elle souhaitable, ce qui est par ailleurs décrié par certains syndicats? Oui, quel est le problème avec la robotisation? Est-ce que je pense que vous avez tous une machine à laver, un lave-linge. Qui d'entre vous voudrait revenir à l'époque où on allait au lavoir et on battait le linge alors que l'eau gelait, etc. Je pense que c'est un bon exemple qui montre que la mécanisation et la robotisation peut aussi être considérée comme un service. Ça peut justement libérer une personne d'une tâche répétitive. Si la machine peut le faire, ben, merci, qu'elle le fasse. Le problème, c'est qu'est-ce que je deviens moi si je travaillais à cet endroit-là et que mon poste de travail est supprimé par la machine, qui va pas remplacer une personne, mais qui va en remplacer 20 ou 30 à la fois. Et donc ça c'est un problème de devoir de travail et de droit au travail. Si c'est un problème. Oui, pardon. Si c'est décrié par certains syndicats, c'est parce que des personnes vont perdre leur emploi, en fait. Voilà. Et si elles peuvent trouver par une autre voie, et si nous pouvons trouver par une autre voie, qu'elles puissent travailler pour répondre à des besoins qui par ailleurs ne sont pas couverts, c'est beaucoup mieux, c'est plus intéressant comme ça, évidemment. Oui, parce qu'elles vont à ce moment-là pouvoir faire un travail avec lequel elles vont se sentir beaucoup plus en accord. Et c'est ce qu'on va regarder la prochaine fois, c'est où sont ces places de travail et comment sont-elles financées. Oui. Il reste encore 2 questions, mais voilà, je sais que nous avons dépassé déjà quelque peu, même un peu plus notre temps. Les 2 dernières questions sont les suivantes. Est-ce que nous pourrions imaginer, émergeant de la société civile, une diversité de formations
qui recevraient des financements depuis les fonds de contribution dès lors qu'elles répondraient à certains critères, comme un nombre suffisant de participants, etc., en vue justement du développement de cette créativité dans de nombreux domaines. Donc, je répète la question, est-ce que nous pourrions imaginer, émergeant de la société civile, une diversité de formations qui recevraient des financements depuis les fonds de contribution dès lors qu'elles répondraient à certains critères, comme un nombre suffisant de participants, en vue justement du développement de cette créativité dans de nombreux domaines? Mhm. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, les fonds de contribution, on en a parlé la dernière fois et on va y revenir par la suite. Ces fonds de contribution qui au fond c'est une nouvelle forme de collecte de l'impôt, si l'on veut, hein. Et ces fonds de monnaie de contribution, certains pourront s'orienter, se spécialiser dans la formation, hein. Et c'est à eux, avec les acteurs de la formation, de déterminer les critères pour pouvoir dire, ben voilà, là, il peut y avoir un financement, etc. Ce sera là encore par des rapports entre humains que ces choses pourront être déterminées. Dernière question, dans le même sens que la question précédente, ne serait-il pas souhaitable de favoriser aussi, grâce aux fonds de contribution, un peu partout la possibilité de pratiquer des activités artistiques en groupe, chant, danse, peinture, guidée ou non? L'art ne pourrait-il pas être perçu de plus en plus comme un besoin social? Et si on imagine de telles structures subventionnées pour des pratiques collectives artistiques, devrions-nous les considérer comme des services publics? Oui, le besoin de ces activités-là, il est très clair, hein. Si on veut que la créativité se développe, l'art a un rôle essentiel à jouer. Ça, je crois qu'on peut assez facilement le voir. Je ne vais pas le développer maintenant vu l'heure, hein, mais la question, c'est celle du service public. Oui. On pourrait dire de nouvelles formes de service public. C'est-à-dire comment l'argent public, l'argent des contributions, l'argent de ce qu'on appelle les impôts aujourd'hui, mais revisité comme on en a déjà parlé dans une rencontre civilienne, hein, cet argent-là est de l'argent public. Donc, il faut qu'il y ait certains critères pour son utilisation. Et ça, c'est toute une question en soi, qu'on ne peut pas aborder maintenant. Mais c'est clair que dès l'instant où c'est de l'argent public, par exemple, une chose claire, c'est qu'on ne peut pas avoir un but lucratif avec. C'est-à-dire un but de faire des bénéfices utilisés à titre personnel. Si c'est une association, par exemple, une association peut faire des bénéfices, mais elle les utilise pour les buts de l'association. Elle ne peut pas les utiliser pour autre chose, hein, surtout pour quelque chose de personnel. Donc, voilà, l'argent public, si on veut en bénéficier, il y a forcément des critères par rapport à ça. Et par exemple, la question d'être sans but lucratif. Mais pour l'art, c'est pas très difficile d'être sans but lucratif, pour les artistes. Je te propose, Michel, et je vous propose à tous et toutes de clôturer la rencontre de ce soir maintenant. Encore une fois, nous sommes bien conscients que nous sommes en train d'explorer, en fait, avec la démarche civilienne, des façons de penser qui sortent hors de la boîte. On l'a déjà dit quelques fois, hein. Notamment aujourd'hui, je pense, c'est un exemple parmi d'autres, hein. À un moment donné, tu as évoqué, Michel, que
la collectivité n'avait pas de devoir en tant que tel, hein, et même l'État. Voilà vraiment un type de pensée qui est tout à fait inhabituel, qui va même peut-être choquer beaucoup de personnes, mais tu as bien précisé, commencé à préciser ce qu'il fallait entendre par droit et devoir, dans le sens de la pensée de Simone Veil notamment, hein, et qu'il y a à nouveau quelque chose dont sont invités les civiliens à s'emparer. Les civiliens sont invités à s'emparer de quelque chose qui aujourd'hui est mis dans les mains justement de cette entité collective qui est l'État. Donc, une fois encore, on est conscient que nous sommes en train de sortir à la fois de la boîte et qu'à la fois, il peut y avoir peut-être une frustration de ne pas pouvoir aller déjà tout à fait encore plus au fond des choses, parce que ce n'est pas 2 heures qu'il faudrait, c'est bien plus de temps encore, hein. La Oui, prochaine fois, c'est très prochainement, en fait, la prochaine fois, et un peu exceptionnellement, on a 2 rencontres rapprochées. C'est dimanche prochain, à 20h45, travail et économie. Est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose, Michel, par rapport à la séance dimanche prochain? On a une petite présentation écrite, hein, sur le site des oui, Civiliens. oui, je crois que c'est bien. Voilà. Et si vous avez la possibilité pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes de la série des Civiliens, regardez-les. Ils valent la peine et ils aideront à comprendre ce dont on veut parler. Et regardez aussi le dernier épisode, le 14e, parce qu'on va reprendre des notions qui ont été abordées là. Merci Michel, merci à vous toutes et tous qui vous nous avez suivis plutôt ce soir. C'est le moment de clôturer. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et on se dit à dimanche prochain. À bientôt. Merci à toi Stéphane. Au revoir. À dimanche prochain. Au revoir.